Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver après la pause observée pendant les matchs de la CAN féminine, la CAN qui s'est jouée du 2 au 23 juillet à Rabat et à Casablanca au Maroc. Nous, ce soir, sur le plateau de scène de presse, c'est des invités de marque que j'ai le plaisir d'accueillir. Merci d'être venus. Il s'agit notamment du professeur Emmanuel Wonyou, internationaliste, enseignant à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Le professeur Macias Eric Ounangini, politologue, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2. Yaoundé 1. Docteur Pierre Nka, journaliste, directeur de publication de la revue Sens Politique. Et puis Serge Désiré Bontebé, qui est journaliste. Une fois encore, bienvenue. Nous avons ce soir à parler de deux sujets d'importance. L'approvisionnement du marché local en carburant, au vu de ce qui s'est passé cette semaine dans les stations-service. Mais commençons par le sujet peut-être le plus important, la visite du président Emmanuel Macron au Cameroun. Le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, a rendu public le communiqué de presse annonçant la visite officielle du chef de l'État français à Yaoundé à l'invitation du chef de l'État camerounais Paul Biya. Du coup, la presse donne des faits, analyse, suppute, parfois s'écarte de ce qui peut faire l'essentiel de cette visite. Alors la question, la première que je pose, c'est à Serge, la communication spécifique autour de cet événement politique majeur. Vous avez l'impression qu'elle est de nature à informer au maximum le citoyen camerounais qui a besoin de savoir? Pas du tout. Depuis que l'annonce de la visite d'État du président français au Cameroun a été confirmée, nous avons continué de monitorer les sources officielles en France, notamment le site internet de l'Élysée, et jusqu'à ce jour, aucune information ne filtre. Tout ce que l'on sait de manière officielle, c'est ce que les officiels camerounais ont communiqué jusqu'à ce jour, le dossier de presse que le directeur du cabinet civil a rendu public et le communiqué qui annonçait donc la visite du président. À mon avis, cela... Mais l'Élysée parlait déjà quand même des enjeux de cette visite. On nous disait, par exemple, j'ai lu un communiqué qui disait que cette visite-là permettra au chef de l'État français de pouvoir aborder les questions du terrorisme, l'agriculture, etc. Et même de voir la restitution des collections au Bénin, parce qu'après le Cameroun devrait aller au Bénin. Donc il y a eu peut-être quelques informations que vous n'avez pas eues. Enfin, si vous voulez... Vous attendez mieux que ça? Oui. Compte tenu de la relation qui lie, je parle spécifiquement du cas du Cameroun, oui. Compte tenu de la relation qui lie le Cameroun à la France, il y a des dossiers sur lesquels l'opinion publique camerounaise attend le président français. Et, quoi par exemple? Je vais seulement parler des dossiers concernant l'économie. Il y a la réforme du franc CFA. Les chefs d'État, lors de la session extraordinaire de la CEMAC de 2019, a fait confier à la BEAC la charge de mener une réflexion sur la question. Mais nous savons tous que la France étant une partie prenante majeure dans le processus de réforme, un peu comme cela a été le cas pour le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, elle a son mot à dire et il faut bien qu'on sache ce qu'elle pense de ce sujet. Il y a l'économie du Cameroun, il y a les APE, dont nous savons qu'ils arrivent à terme en 2029 et qui ont causé jusqu'ici une baisse des exportations du Cameroun vers la balance commerciale. vers la France, vers l'Union européenne, en raison des barrières non tarifaires qui ont été imposées aux produits camerounais et qui n'avaient pas été annoncées dès le départ. Parce que dès le départ, on s'est appesanti sur les barrières tarifaires, sur les quotas. Mais il s'est trouvé à la réalité, selon les chiffres de la douane camerounaise, que finalement ça a été une mauvaise affaire pour les exportations camerounaises. Donc il y a autant de sujets, je parle seulement des sujets économiques. Il y a la Centrafrique et son fameux Bitcoin. Il n'est pas exclu que le président Macron veuille savoir ce que le Cameroun en pense, puisque depuis que la Centrafrique a engagé ce processus, les autorités camerounaises ne se sont pas encore prononcées de manière tout à fait officielle. Et c'est quand même un précédent majeur dans la coopération monétaire et financière entre la France et ce qu'on peut appeler son précaré. Est-ce que Bangui
a reçu la bienveillance, le silence bienveillant de Yaoundé? Est-ce que Yaoundé serait capable de jouer de son autorité dans la sous-région pour calmer les ardeurs de Bangui? Voilà autant de sujets qui n'ont pas été évoqués selon vous. Oui, qui n'ont pas été et qui mériteraient, à mon avis, une attention particulière. Docteur Pienka, lorsqu'on parcourt les échanges dans les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde la télévision, on écoute la radio, on lit les journaux, on a bien le sentiment que les Camerounais attendent beaucoup de cette visite. Ils attendent surtout qu'elle puisse clarifier la nature des relations futures entre le Cameroun et la France. C'est possible? Oui, lorsque vous citez les réseaux sociaux, vous citez les citoyens lambda. En réalité, c'est une sorte de société civile camerounaise, peut-être par voie digitale interposée qui parle, mais tous les Camerounais doivent savoir tout de moins que la relation entre les présidents français et camerounais ont évolué. Pourquoi? Parce que il y avait à un moment donné ce que je pouvais qualifier d'une amitié interpersonnelle entre les chefs d'État, mais je crois et je pense que depuis 2007, il y a une évolution. C'est une évolution là qui fait parler aujourd'hui la société civile. Et vous avez vu, il y a exactement un an, l'année dernière en France, lorsqu'il a été organisé la nouvelle formule du sommet Afrique-France, vous avez vu que ce sont les sociétés civiles qui étaient au devant de la scène. Et c'est là même tout le danger. Qui a été très critiqué d'ailleurs à Montpellier. Oui, justement, c'est là tout le danger du positionnement de l'Afrique et éventuellement du Cameroun sur cette question. Parce que la société civile, puisqu'elle ne représente plus ou moins personne, elle est dangereuse parce qu'elle peut se retrouver en train de promouvoir un style qui, à un moment donné, s'inscrit en faux avec les chefs d'État africains ou camerounais, mais peut-être aussi parce qu'elles sont là pour faire ce que j'appelle souvent le service, la prestation des services. Vous savez qui finance cette société civile? La France a de multiples offres de financement pour cette société civile-là. Il faut que les citoyens camerounais et africains particulièrement suivent cela, pas seulement sur les réseaux sociaux. Dans le jargon, nous qualifions les réseaux sociaux aussi comme une sorte de récréation où les gens viennent se recréer, sauf que cette récréation n'est pas faite dans une école où tout le monde plus ou moins sort d'une salle de classe. C'est une récréation où des gens sortent de partout et disent du n'importe quoi et qui peut à un moment donné... Donc on s'attend à un nouveau départ de ces relations entre la France et le Cameroun après cette visite? Fondamentalement, il y a un nouveau... Ça veut dire qu'il y a eu un problème avant? Oui, il y a un problème. Il y a un problème entre les chefs d'État africains. Vous savez bien que le président Macron, si c'est pour le cas du Cameroun, certaines sources vous diront qu'il était attendu depuis fort longtemps au Cameroun, mais durant son premier mandat, il n'a pas réussi, lorsqu'il avait la force, j'insiste là-dessus, à arriver au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, il arrive au Cameroun, permettez-moi l'expression, c'est pas pour le dire de manière avec physique. Une cohabitation au Parlement. Justement, je voulais dire un président, plus ou moins, je mets ça entre guillemets, la précision vaut la peine, handicapé qui arrive au Cameroun, parce qu'en réalité, au niveau exécutif, il pourra prendre des décisions, mais au niveau du Parlement, on sait bien que ça se joue là-bas, et une sorte de société civile également regroupée au sein de son partenaire. Les alliances politiques en France, ça se fait, ça se défait, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Oui, ça se défait justement en fonction des intérêts, c'est pourquoi nous également en Afrique et au Cameroun, nous devons rester vigilants. Professeur Wonyou, avant toute chose, on est ici dans le domaine qui est le vôtre, c'est le domaine des relations internationales, les relations d'intérêt entre les États, et je rappelle d'ailleurs que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier que nous avons en main, c'est Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. Cet ouvrage a été édité en 2019, réédité en 2000. Pourquoi? Parce qu'il a été assez vendu, je peux le dire comme ça, et que il fallait faire une nouvelle édition avec une couverture différente, et puis il fallait ajouter de nouveaux éléments. En fait, l'idée de cet ouvrage, c'était de montrer, lorsque le président Macron a fait son discours à Ouagadougou, il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Par exemple, il avait dit qu'il n'y aura plus de politique africaine de la France. C'était quelque chose pour moi d'extraordinaire. Je me demandais, il parle de quoi? Il parle de la France-Afrique, qu'il n'y aurait plus en Afrique. Il parlait de quoi? Et finalement, en creusant son discours, en montrant comment il a fabriqué son discours, en montrant comment il a refusé de s'appuyer sur les officines de la France-Afrique, en voulant créer une nouvelle Afrique,
je disais que le titre de l'ouvrage, qui est un titre un peu moqueur, c'était pour dire que le président Macron finira par être un Africain, comme tous les présidents français qui sont passés et qui ont fini par aborder leur masque africain, c'est-à-dire parce que les complexités de l'Afrique font qu'on est obligé de s'aligner sur les réalités africaines que de vouloir promouvoir facilement, sans connaître le terrain, la réalité d'un pays. Alors, merci de vous avoir sur le plateau. En parcourant un peu le visuel qui circule, le visuel sur la visite, on semble célébrer l'amitié et la solidarité entre le Cameroun et la France dans une vie commune parfois tumultueuse. Sortie des canons diplomatiques, comment comprendre le séjour du président Macron à Yaoundé, selon vous? En fait, de notre point de vue, nous pensons que ce sera un moment de clarification entre les deux pays, parce que clarification de quoi? Clarification parce que ces dernières années, le président Macron a eu des sorties de piste, je peux le dire ainsi, par rapport au président camerounais, au peuple camerounais, devant des activistes de la diaspora, ce qui sort des canons de Kanga et Calibo, comme vous l'avez cité, ce qui sort des traditions diplomatiques. La France est quand même un vieux pays de traditions diplomatiques de plusieurs siècles. Donc, lorsqu'un chef d'État décide de parler comme ça d'un autre chef de l'État... Est-ce que ce n'est pas une autre forme de communication politique, quoi? Dans le monde diplomatique, le monde diplomatique est très classique. Il y a quand même des formes. Il y a plusieurs canaux. Il y a un ambassadeur de France ici. Il y a beaucoup d'autres canaux pour parler à un chef d'État. Je crois que la façon dont le président Macron s'est exprimé par rapport au chef d'État camerounais... Et vous maîtrisez très bien, professeur, que le même président Macron, il a changé la donne par rapport à la fonction publique, les diplomates, etc. Oui, il a... Ça veut dire que les choses changent chez eux. Oui. Le président Macron, depuis qu'il est là, c'est l'homme qui apporte le changement, de renouvellement comme il faut. Sauf que je pensais depuis le début, en écrivant même cet ouvrage-là, que le président Macron va se heurter au cactus africain, appelons-le comme ça, parce que l'Afrique, ce n'est pas facile à maîtriser. Depuis De Gaulle, le système qui a été mis en place fait que, il faut le dire, la France n'est une puissance dans le monde qu'avec l'Afrique. Sans l'Afrique, la France serait une puissance plus que moyenne. Il faut qu'on se le dise aujourd'hui quand on regarde les chiffres, quand on regarde un certain nombre de choses. Donc, la question que vous posez permet de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi il vient maintenant. Je pense que le président Macron vient à la rencontre du Cameroun et du chef de l'État camerounais pour enfin peut-être clarifier un certain nombre de choses, un certain nombre de malentendus. Vous savez que, vu de Paris, pendant très longtemps, la France a considéré le Cameroun comme un pays ombrageux. C'est-à-dire que le Cameroun est un pays difficile à comprendre parce que nous n'avons pas été colonisés par la France. Nous sommes un pays qui ne veut pas ce qu'on aligne sur le Tchad ou la Centrafrique. Donc ça n'a pas été compris par les Français. Et cela, ça montre clairement qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le président camerounais a été, pour les Camerounais, maltraité. Donc, la venue du président Macron est une surprise. Moi, je dis quelque part, une divine surprise. Donc, maintenant que la surprise est là, c'est normal que les gens spéculent. Pourquoi vient-il maintenant? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient réaffirmer, il vient peut-être clarifier un certain nombre de choses, peut-être se réconcilier avec le Cameroun et les Camerounais. Certainement, comme il aime les symboles, il aura des gestes symboliques forts. Quand je vois dans le programme qu'il a choisi d'aller au camp Noah, c'est pour toucher au cœur des Français et des Camerounais, puisque Noah a été pendant longtemps le français parce que Noah est franco-camerounais, le français le plus, je ne sais pas s'il y a des franco-camerounais, mais le français le plus aimé par les Français. Donc, aller au club Noah, c'est aussi, le président Macron aime les symboles. J'espère qu'il utilisera beaucoup de symboles pour rétablir la relation normale et diplomatique qu'il devait avoir entre deux pays qui ont une histoire commune, qui ont beaucoup de liens communs. Le chef de l'État camerounais a beaucoup de choses en commun avec la France, et la France et le Cameroun ont besoin l'un de l'autre. Et il était important peut-être, et je trouve que symboliquement, le président français a voulu peut-être réparer quelque chose en se disant qu'il est temps de venir au Cameroun et choisir le Cameroun comme premier pays pour son voyage en Afrique en ce nouveau quinquennat. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de montrer l'importance. Bon, d'où vient-il que finalement le Cameroun ait cette importance? C'est ça la question qui permettra... On va en reparler tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure, merci. La classe politique, quand on l'a observé, la classe politique camerounaise s'intéresse à la visite du chef de l'État français. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, appelle à la mobilisation pour recevoir l'ami du Cameroun qui arrive. Le Social Democratic Front a pris acte de l'annonce de la visite du président français. Le sujet a été évoqué hier au cours de la dernière session du NEC. Le NEC, c'est le comité exécutif du SDF, tenu à Yaoundé. Le PULS, par la voix de son premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, le député Kabla Libi, se sont saisis également de ce sujet, chacun indiquant son centre d'intérêt. Professeur, on a cette visite revêt avant tout son caractère politique. Bien entendu, M. Alogambele, cette visite
a un caractère politique et comme le disait le professeur Emmanuel Wonyou, c'est l'occasion de clarification. Parce qu'effectivement, dans les relations franco-camerounaises, disons de 2018 à 2022, il y a eu des situations d'ambiguïté qui ne sont pas conformes au code classique de la diplomatie. Et évidemment, certaines choses n'ont pas été bien perçues du côté de Yaoundé, comme les interpellations organisées, parce que je ne crois pas que ce soit le fait du hasard, du président français par des activistes camerounais. Dans des cadres tout à fait particuliers. Avec évidemment un langage fort inélégant. Bon, ça. Mais il y a aussi une autre source de malaise. Ce sont les actions de ces activistes-là, par exemple le harcèlement des ambassades, l'occupation des ambassades, et puis ce qui est apparu, pas seulement aux autorités camerounaises, mais même à une grande partie de l'opinion nationale, comme une forme de négligence de la part de Paris par rapport à ce type d'action. Il y a aussi le fait que lors de son premier mandat, le président français n'est pas passé au Cameroun. Or, quand vous connaissez le déploiement du système franco-africain, d'autres diraient france-africain, Yaoundé est une place importante. Et il faut que de toutes les manières les Français le sachent. Il n'y a pas de valeur mondiale de la France sans son engagement africain, sans le soutien des États africains. Il ne faut pas que les relations structurelles d'inégalité de poids entre les États les tombent là-dessus. Comme disait le professeur Wonyou, si la France n'a pas ce soutien, elle perd une bonne partie de sa force internationale. Et il est important pour elle de l'avoir. Or, il y a eu des occasions récentes qui ont montré que ce soutien africain pouvait lui manquer. À l'occasion, par exemple, de la gestion internationale de la crise russo-ukrainienne, on a bien vu que nombre d'États africains, même avec des appareils gouvernementaux généralement favorables à la République française, n'ont pas répondu dans le sens souhaité par la France. Mais la dimension politique ne s'arrête pas qu'à ça, à ce côté mais politique. Il y a quand même, je peux me tromper, on a le sentiment que, parlant de la politique interne, la classe politique nationale pense que l'arrivée du président Macron viendra régler les problèmes de politique interne. Ça, ce sont des fantasmes, c'est de purs fantasmes, et c'est une vision qui me paraît d'ailleurs anachronique. Ce regard typiquement néocolonial où des gens croient qu'ils vont se fabriquer une légitimité politique à Paris. C'est ici que ça se passe, c'est au Cameroun. Celui qui veut être président de la République du Cameroun, c'est au Cameroun qu'il doit agir, c'est pas à Washington. Mais on peut quand même penser que ce sujet sera abordé, c'est-à-dire que la consolidation de toute façon, rien ne nous dit que ça sera abordé. Et même si c'est abordé, rien ne nous dit que les interlocuteurs nous diront qu'ils ont abordé ce sujet. Je disais qu'il y a également une dimension géopolitique qui est liée justement à l'environnement régional d'Afrique centrale. La situation assez difficile que la République française connaît en République centrafricaine, avec l'arrivée de la Russie qui a déployé une position assez forte. Et la France peut s'inquiéter des développements qui vont dans un sens où cette puissance qui s'invite dans ce territoire-là vient encore réduire sa marge de manœuvre. Il y avait déjà la présence de la République populaire de Chine. Il y a le fait que les autres puissances occidentales elles-mêmes viennent disputer à la France le gâteau sur le plan politico-économique. C'est pour cela que le président français vient, parce que justement les derniers développements de la conjoncture internationale font comprendre à un certain nombre de dirigeants occidentaux qu'ils ont beau être des pays puissants, ils ne peuvent pas se passer des autres pays. Vous avez bien vu le président américain Joe Biden quand il est allé en Arabie Saoudite. C'est maintenant qu'il voit dans la conjoncture actuelle qu'il faut bien discuter avec un chef d'État saoudien qu'il a houspillé avant. Et donc je crois qu'on se retrouve dans un schéma qui est analogue. Bien évidemment, comme l'a dit Serge Bontebé, les dossiers économiques seront aussi au cœur de cette visite. Je voudrais qu'on revienne sur les enjeux de gouvernance et l'état de droit au Cameroun. Oui, sur les enjeux. Tel que ça circule,
Est-ce que ces questions-là seront éludées? C'est ça. Non, ce sont des questions qui seront abordées, mais le Cameroun a des réponses appropriées qu'il lui donnera aux préoccupations du président de la République française. Et puis, en la matière, chaque pays a ses points forts et chaque pays a ses points faibles. Nous avons vu, puisque nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, la gestion sécuritaire comment on appelle encore le mouvement, les gilets jaunes. On a bien vu la gestion sécuritaire. Je ne suis pas sûr qu'elle était toujours nettement performante en matière de droits de l'homme. Donc chacun a ses points faibles. D'autres pays, on voit comment la sécurité quotidienne s'y déroule. Donc chaque pays a ses points forts, chaque pays a ses points faibles aussi. Chacun a ses mots. Avec ses mots, Karis Beyala, Serge Espoir Matomba estime que la visite du président Macron doit être l'occasion pour la France de présenter des excuses pour le rôle joué pendant l'occupation, appelons ça comme ça, l'occupation occidentale. Le cadre est indiqué. Vous pouvez prendre la parole. Je pense que j'ai vu ça, mais je pense que le président français s'intéresse aux questions mémorielles. Donc il a mis l'accent sur le Rwanda, sur l'Algérie. Le président Hollande est passé au Cameroun et a parlé de ces questions-là. Peut-être que le président français Hollande avait dit qu'il allait ouvrir les archives, classifier un certain nombre d'archives. Il est temps d'aller plus loin dans ce débat. Je crois que la France avance pas à pas. Peut-être que cette fois-ci, le président Macron pourrait annoncer quelque chose de plus dans la reconnaissance de ce que la France a fait au Cameroun pendant la période avant l'indépendance. Je pense que ce sont des choses qui peuvent être débattues. Tout à l'heure, on parlait de la gouvernance. Toutes ces questions peuvent être débattues. C'est sûr que le compte rendu qui nous sera fait ne sera pas automatiquement ce qui a été. Il y a des choses que nous ne saurons pas. Mais quand un chef d'État fait le déplacement, vient de si loin pour rencontrer son homologue, c'est sûr que toutes les questions sont abordées en privé. Le problème, c'est que vous ne saurez jamais. Sur les questions de gouvernance qui touchent à la souveraineté du Cameroun, vous ne voulez pas qu'on vienne, puisque beaucoup de gens pensent que la France peut donner des injonctions au Cameroun. Vous savez très bien que le chef de l'État camerounais ne répond pas aux injonctions. On l'a vu dans l'affaire Eyoum, Lydiane Eyoum, on l'a vu dans la libération de Maurice Kamto. Il a attendu son temps pour faire ce qu'il avait besoin de faire. Donc je crois que, effectivement, si le Cameroun... Je ne sais pas. Sauf qu'il y a une certaine opinion qui pense que quand la France s'exprime quand même, il y a une action. C'est le syndrome néocolonial. Le monde est en profonde transformation. Oui, et le monde va dans le sens... docteur Nka, une minute s'il vous plaît. Le monde va dans le sens d'une multipolarisation de plus en plus nette. Et dans cette multipolarisation, les États qui ont un potentiel de puissance modeste vont jouer en essayant de diversifier les relations et les partenariats pour limiter l'emprise que peuvent avoir certaines puissances, grandes puissances ou puissances moyennes sur eux. Ce qui est aussi certain, le professeur Emmanuel Wagnon parlait tout à l'heure des attaques ou entre guillemets les interpellations du président français. Oui. Moi, je ne considère pas ça comme une sortie de prise. Je pense que nous sommes à l'ère du temps. Emmanuel Macron, c'est un quarantenaire. Et nous vivons le siècle de la révolution des réseaux sociaux et même les codes diplomatiques ont changé. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais on a vu un président comme Donald Trump admirer plutôt la tutocratie ou tout ce qu'il faisait était sur Twitter relayé aisément. Et vous voyez également, lorsqu'il y a ces Camerounais, Wilfried Ekanga pour ne pas le nommer, ou encore Calibri, interpelle le président français sur l'espace public, le retour au Cameroun, il y a un effet. Tout le gouvernement se mobilise et en réalité, le ministre de la Communication, porte-parole de ce gouvernement, prend la parole pour donner la posture du Cameroun. Sauf que, en retour, quel est l'effet? Est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui, qu'ils soient de l'opposition ou au pouvoir, pensent que le salut du Cameroun passera par la France? Je dis non. Pourquoi? Parce que sur le cas, par exemple, des prisonniers politiques qui font l'objet plus ou moins des débats sur la toile aujourd'hui, j'ose penser, et à titre personnel, je suis un peu touché par cette affaire de prisonniers politiques, puisque je ne cache pas, et tout le monde le sait, que mon maître académique, le professeur Alain Foguet, est détenu parmi les prisonniers politiques. Est-ce qu'il y en a-t-il? Laissez-moi aller au fond. On va comprendre. Oui, prisonniers politiques parce qu'ils se disent à un moment donné que la justice n'a pas véritablement
exercé et n'a pas véritablement été administré comme il le fallait sur certaines questions précises. Et cela pose un problème. Est-ce que Macron va venir dire à notre justice libérer ses prisonniers politiques? Personne ne le souhaite et je suis sûr Est-ce que vous pensez que ce type de problème peut se retrouver dans l'agenda? Oui, ça va se retrouver même dans les rencontres informelles. Pourquoi? Sauf que lorsque ça va se retrouver, le professeur disait tout à l'heure, la société camerounaise va renvoyer également à Macron la gestion des libertés dans son pays, puisque jusqu'à aujourd'hui, les gilets jaunes, une bonne partie sont en prison. Donc, naturellement, c'est ce jeu de ping-pong. C'est pourquoi je pense fondamentalement que les problèmes, et je souscris à cette analyse qui veut que les problèmes camerounais soient réglés par les Camerounais. Et maintenant, pour sortir, lorsqu'on parle du passé colonial, il faut une évolution et que l'Afrique, plus ou moins, pense à un nouveau départ. Ce nouveau départ passe par la mise en place des canaux véritablement. Comparaison, je dis toujours ça n'est pas raison, mais vous avez vu, il y a un pays africain qu'on appelle la Namibie. La Namibie a été victime de ce qu'on a appelé le plus grand génocide au monde en 1904. Mais qui était l'agresseur? C'était l'Allemagne. Comment ça a été réglé? C'était réglé par la mise sur agenda d'abord en Allemagne. Les excuses sont venues de l'Allemagne et finalement on a dit comment on règle ce passif qui est noir. Ils ont consenti avec le gouvernement namibien d'une quote-part, je pense 1 milliard d'euros, qui est mis à la disposition de la Namibie sur 30 ans pour penser le passé, le présent et le futur de cette relation. Ça, c'est la relation Allemagne-Namibie. Oui, ça c'est dans le cas des relations France-Cameroun. Je finis par là. J'ai bien dit que c'est une comparaison. Je finis par là. Pourquoi? Parce que les gens que vous citez, Banda Kani et consorts, ce sont des agitateurs. Pas cité, hein. Oui, puisque Wilfried Ekanga et tout ça. Ce sont des agitateurs qui, à un moment donné, pour des intérêts que nous ignorons, c'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui que la société civile qui veut se saisir de la relation entre États est un danger pour nous, parce qu'on ne maîtrise pas véritablement. Ils parlent au nom de qui et ils répondront au nom de qui demain. Donc Serge, ce retour à l'histoire des relations entre la France et le Cameroun, est-ce que ça risque de ne pas nous éloigner de la réalité, peut-être du présent? Parce qu'on écoute des acteurs politiques, on écoute des personnalités, des leaders d'opinion qui pensent qu'il faut revenir à cette histoire. De toute façon, chacun a son agenda dans cette visite d'État. Chacun essaie d'imposer son agenda dans cette visite d'État. Mais même si le président Macron évoque des questions de gouvernance, des questions mémorielles, des questions d'histoire, je n'ai pas le sentiment que c'est pour cela qu'il vient. Parce que si c'était l'objet principal de sa visite, il serait venu lors de son premier mandat, etc. La France a des problèmes. Et le président Macron vient essayer de résoudre ces problèmes. Je vais y aller un peu rapidement. 70% dans le mix énergétique, je vais parler de l'énergie, parce que vous savez que l'avantage que l'Occident, la France a eu sur le monde entier, sur nous, c'est l'opulence énergétique. Parce que la révolution industrielle qu'il y a eu il y a 2 siècles, c'était en fait la révolution énergétique. C'est la possession de l'énergie. Et aujourd'hui, l'Europe et la France ont des problèmes d'énergie. Le mix énergétique français est composé de 70% de nucléaire. 70% d'énergie primaire qui est consommée en France, c'est le nucléaire. Et depuis 2001, la France n'exploite plus la moindre mine d'uranium, parce que le nucléaire est produit à partir d'uranium. Donc la France importe la totalité de son uranium. Et vous allez comprendre dans la géopolitique actuelle pourquoi la France a des problèmes. Quels sont les fournisseurs d'uranium de la France? C'est le Niger, un tiers. Environ 35%. C'est l'Ouzbékistan, c'est le Kazakhstan, c'est l'Australie, c'est le Canada. Or, il se trouve que de manière conjoncturelle, la France a des problèmes avec la plupart de ses fournisseurs. D'abord le Niger, le Mali, parce que l'un des ressorts de la présence militaire de la France au Sahel, c'est la sécurisation de ses approvisionnements au Mali, ses approvisionnements d'uranium au Mali, parce que l'uranium est, le groupe Orano exploite les mines d'uranium dans le nord du Mali, dans la région d'Arlit, qui est non loin de la frontière du Mali.
Et c'est à partir du Mali que la France essayait de sécuriser toute l'exploitation. Sauf que vous savez très bien que le Mali s'est fâché avec la France et a décidé de faire partie de la France. Les relations sont très tendues. Donc, du coup, les approvisionnements de la France en uranium à partir de Niès sont compromis. L'Ouzbékistan, le Kazakhstan, depuis que la France, depuis que l'Europe s'est fâchée avec la Russie, ce sont deux pays qui sont sous l'influence, malgré les affichages qu'ils essayent, mais ce sont deux pays qui sont sous l'influence de Moscou. Et de ce point de vue aussi, il y a des soucis d'approvisionnement qui vont se poser. Avec l'Australie, vous n'avez pas oublié la fameuse crise des sous-marins qui impliquait les États-Unis. Donc, de manière conjoncturelle, aujourd'hui, tous les présidents, tous les dirigeants français se posent la question de... Mais le mix énergétique, ce n'est pas au Cameroun qui viendra trouver la solution. Il y a des éléments. Il y a des éléments, les réserves qui se trouvent au Cameroun, qui se trouvent dans la sous-région, parce que le Cameroun, il ne faut pas l'oublier, est une tête de pont, exactement comme la Côte d'Ivoire l'est pour l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun est la tête de pont. Et compte tenu de la présence d'autres puissances, compte tenu du fait que d'autres puissances, qui l'ont bien compris. Vous savez, Bakouma, la fameuse mine en RCA de Bakouma, Areva avait décidé de ne plus l'exploiter parce qu'elle ne lui paraissait pas rentable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les Russes, ils sont intéressés. Et les Centrafricains ont fini par se dire, ok, vous n'êtes pas intéressés parce que vous estimez qu'elle n'est pas rentable. Nous allons essayer de faire affaire avec d'autres personnes. C'est la même chose avec les ressources minières du Cameroun. Parce que si la France, si les puissances traditionnelles, les alliés traditionnels du Cameroun ne sont pas intéressés, eh bien le Cameroun est en droit d'aller voir ailleurs, d'essayer de voir ailleurs. Et dans le contexte actuel, la France comprend qu'il est dans son intérêt de raviver, de renouer ses relations avec le Cameroun, avec ses alliés traditionnels, pour commencer à préparer l'avenir. Professeur, je vais revenir tout à l'heure sur vous. Le temps d'indiquer que les sujets d'intérêt commun entre la France et le Cameroun sont nombreux. Prenons tout de même l'avis de Monsieur Tout-le-Monde dans ce reportage de Joël Igor Abanda. L'arrivée du président français Emmanuel Macron suscite un grand engouement dans la classe politique et économique. Ces acteurs évoquent alors de nombreux sujets qui pourraient intéresser les présidents camerounais et français. Une rencontre au sommet de l'État qui va à coup sûr renforcer les relations bilatérales entre le Cameroun et la France dans plusieurs autres domaines. Je crois qu'on parlera beaucoup des questions diplomatiques et bien entendu des questions économiques, puisque la France est un partenaire privilégié du Cameroun dans ce domaine, qui entend relancer, réchauffer la qualité des relations qui a toujours existé. Ces échanges doivent porter sur des questions qui intéressent les citoyens camerounais pour que ce soit une rencontre gagnant-gagnant. Nous avons besoin que la France, tant que nous dépendons du CFA en tout cas, convertisse les CFA en euros et nous permette d'acheter à l'extérieur. Ça bloque les importations, ça fait que nous nous retrouvons en manque d'un certain nombre de produits de première nécessité. La récente actualité internationale, la crise entre l'Ukraine et la Russie pourrait aussi être au centre des discussions entre les présidents Paul Biya et Emmanuel Macron. Une crise qui touche le monde entier sur le plan économique. Les crises internes au Cameroun et leur résolution pourraient aussi être au centre des sujets évoqués par les deux chefs d'État. Dans ce contexte, il faut que, à notre avis, qu'on aborde les relations entre le Cameroun et la France sous un autre angle. Que les rapports soient plus sains, fructueux et durables. On doit passer de la diplomatie émotionnelle à la diplomatie rationnelle. Dans ce cas, s'il y a quelque chose à faire, c'est qu'on doit regarder tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Parce qu'on ne fait pas une nation sans parler de son passé. Jusqu'ici, le Cameroun et la France ont toujours entretenu de bonnes relations diplomatiques. Et les retombées de ces échanges sont palpables à travers de nombreuses œuvres de la coopération française au Cameroun. Nous avons une longue histoire commune. Cette histoire est aussi si longue parce que la France a été le pouvoir qui a colonisé le Cameroun. On peut se cacher derrière les appellations autres qui ont été attribuées par l'ONU, mais il s'agissait d'une colonisation. Et je pense qu'à cet effet, la France a une responsabilité. Et donc il faudrait déjà, parce que nous avons vu la dernière visite d'un président français,
l'occurrence François Hollande, qui nous a promis la déclassification des archives de l'époque, sensibles de l'époque. Nous attendons toujours. Pendant son séjour du 25 au 27 juillet 2022, le président de la République française, Emmanuel Macron, va aussi s'entretenir avec la diaspora française installée au Cameroun. Alors la déclassification, les questions économiques, il y a une bonne opinion qui pense que Emmanuel Macron, au-delà de tout, il vient au Cameroun pour les intérêts économiques de son pays. Parce qu'en diplomatie, vous dites bien que les relations entre les États, c'est des relations d'intérêt d'abord. Donc la France a perdu les parts de marché au Cameroun, il faut récupérer ces parts. On évoque même les accords signés entre Guinée et les brasseries, on parle d'un ensemble de choses. C'est tout de même curieux. C'est en même temps laisser penser que le président français vient au Cameroun pour régler les problèmes internes au Cameroun. Non, le président français ne peut pas régler les problèmes internes. Pour ça, il ne faut pas être naïf. On a vu comme ce qui s'est passé au Tchad à côté, ce qui s'est passé ailleurs. Interne du Cameroun. Le Cameroun est un pays particulièrement complexe. Ce n'est pas un autre pays, c'est un pays. Et il y a une relation particulière entre la République française et la République du Cameroun. Il y a un gros dossier qui est un vrai contentieux et que les Français ont tendance à sous-estimer, qui est ce qu'une certaine tendance politique, le nationalisme de gauche, le nationalisme radical, comme l'appelait Richard Joseph, le pécisme, si vous voulez, sur le contentieux historique. C'est un vrai souci dans la relation franco-camerounaise et ce n'est pas quelque chose qu'on pourra contourner comme ça. Parce qu'à un moment ou un autre, ça va ressortir. Parce que si le courant d'opinion au Cameroun est diversifié, ne nous leurrons pas. Il y a également dans ce courant d'opinion une opinion qui est particulièrement remontée contre la France pour ces raisons. Et on ne peut pas négliger cela. C'est pour ça que toute perspective d'immixtion dans le jeu politique camerounais pourrait créer une véritable bombe. L'histoire est là, l'histoire n'a pas complètement disparu. Que la France exprime des soucis par rapport à ça, ça peut faire partie de la discussion, mais il y a des limites qui sont liées à la souveraineté des États. Et même lorsque les États ont des poids différents en matière de puissance, ça n'empêche pas que chaque État a son domaine propre dans lequel il ne veut pas voir les autres États, même plus puissants, intervenir. Je pense que, comme disait Serge Bontiébé, ce sont les dossiers économiques qui sont le premier souci. Il y a effectivement cette question stratégique, parce qu'elle est à la fois économique et stratégique, de l'énergie. La France, évidemment, c'est un pays qui a une configuration industrielle et post-industrielle et qui a donc besoin d'énergie, parce qu'évidemment, son mode de production et de développement demande beaucoup d'énergie. Il lui faut donc trouver de l'énergie dans une conjoncture mondiale où il y a une crise en la matière en raison de la tension russo-ukrainienne et de la compétition internationale qu'il y a à ce sujet. Et le Cameroun a des éléments. La question du gaz, par exemple. Dans les années 80, les autorités camerounaises ont voulu faire exploiter le gaz naturel. Mais la France avait d'autres calculs, avec l'Algérie notamment. Et ça n'a pas prospéré. Donc, il y a des éléments. Les partenariats commerciaux. Il y a des entreprises françaises qui ont perdu des positions importantes. Et ces entreprises-là ne sont pas que des entreprises économiques. Ce sont également des lieux d'influence politique qui ont une certaine présence dans la politique française. Vous connaissez une entreprise dont je ne citerai pas le nom, qui est très importante dans les transports, la logistique, qui a perdu des positions importantes. Or, cette entreprise, dans la politique de déploiement française en Afrique, était une entreprise qui couvrait de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, avec une position très forte, non seulement au plan économique, mais au plan purement sécuritaire. Cette entreprise a perdu ses positions au Cameroun. Or, dans la perspective d'une renégociation où les Français pourraient avoir de nouvelles concessions, cette entreprise serait en train de revenir. Il y a d'autres questions économiques. Il y a la présence des autres grandes puissances, oui, les pays émergents, qui viennent de plus en plus, la Chine, le Brésil, la Turquie, la Russie, et ça fait
que l'espace n'est plus fermé. Et l'option du Cameroun exprimée dans les années 80 s'est matérialisée à partir des années 2010 sur la diversification des partenariats. Ce qui, du point de vue de l'intérêt national camerounais, est tout à fait compréhensible. Ce qui peut nous donner une marge de manœuvre quand nous avons moins de puissance que d'autres, c'est de jouer sur la diversification des partenariats qui nous permet d'augmenter le niveau d'intérêt que nous tirons des partenariats. Et ce sera donc l'un des points de la négociation. Je voudrais ajouter un élément, je voudrais verser un nouvel élément dans ce dossier économique. Si vous suivez très bien l'actualité en France depuis quelques années, il y a la question des réformes des retraites. Les retraites, aujourd'hui, la France dépense pour financer ses retraites jusqu'à 15% de son PIB. Et d'ailleurs, dans sa dernière évaluation de l'économie française, le FMI s'en est inquiété et a commencé à dire que la France n'aurait plus les moyens de financer Monsieur Bontier, vous savez bien que ce sont les effets inexorables de l'évolution démographique. Et vous allez donc comprendre, la France aujourd'hui a besoin de financer sa retraite. Où va-t-elle trouver les moyens? Au Cameroun? Mais partout où c'est possible. Partout où c'est possible. Depuis un peu plus d'un an, la zone de libre-échange est entrée en vigueur. Dans la perspective de cette zone de libre-échange, on a décidé, pas de manière officielle, mais dans les faits, il y aura des centres de production en Afrique qui vont ravitailler le reste du continent. En Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Côte d'Ivoire essayent un peu de se disputer cette place. Et en Afrique centrale, le leader naturel, c'est le Cameroun. C'est donc le schéma... On n'aura pas la même histoire qu'avec la bourse immobilière. Donc la France commence à préempter l'ouverture d'un vaste marché, à la fois en Afrique centrale jusqu'aux confins de la RDC, en Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria, avec lequel nous partageons jusqu'à 1400 km de frontières, etc. Donc l'idée, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'APE, dans le schéma de la France, ce qui serait intéressant, c'est que les produits, les machines, les équipements industriels continuent d'arriver en franchise de douane au Cameroun, que la France soit capable, que les entreprises françaises, évidemment, soient capables de produire au Cameroun, d'adresser le marché, tout ce vaste marché-là, de réaliser des bénéfices qui vont financer les retraites françaises. Donc, mais en même temps, M. Bontébé, c'est là tout le problème de ce système APE. C'est que dans son fonctionnement, on voit qu'il a neutralisé l'émergence d'un tissu productif local. Est-ce qu'un pays comme le Cameroun peut tenir sans avoir lui-même des capacités de produire de la valeur ajoutée? Et vous avez vous-même indiqué sur le plan des politiques commerciales les aspects qui sont des aspects déloyaux, puisque finalement on dit qu'on est en libre-échange, mais par les mesures non tarifaires, les mesures de qualité, les mesures hygiéniques et tout le reste, finalement nos entreprises ne peuvent pas se déployer dans ces espaces. Ce sera à nous d'essayer de... Moi, je pense tout à l'heure, le professeur Mathias Eric Onangini a parlé d'une entreprise qu'il ne veut pas citer, dont il ne veut pas citer le nom. Mais moi, je pense que nous sommes là pour informer les téléspectateurs. Les téléspectateurs doivent savoir que cette entreprise qui est partie, le groupe Bolloré qui est parti du port de Douala, c'était un problème aussi d'éthique et d'équité dans les affaires. Et sur ce plan, le départ de Bolloré du Cameroun n'est pas une défaite de cette entreprise. C'est plutôt un avantage pour l'assainissement du marché. Pourquoi? Parce que c'est pas le même problème qui va revenir avec les sociétés. Laissez-moi aller un peu plus loin. Parce que vous verrez que c'est après l'arrivée du fils Bolloré au Cameroun que le président de la République a stoppé les transactions au port de Douala. Et finalement, on a mis en place une entreprise nationale. Donc Bolloré a permis que le Cameroun renationalise son secteur au niveau du terminal de Douala. Mais là-bas n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est aussi que l'économie française au Cameroun est en nette mutation. Vous avez vu, il y a quelques années, 2019, la BISEC, les intérêts français ont été vendus au groupe marocain. Ça, c'est la technique de l'écran. Oui, mais on vous annonce quelques instants après la mutation du service Orange Money en système de paiement qui devient quasiment une banque classique. Tout cela n'est pas exclu. Au nord-ouest et au sud-ouest, pendant qu'il y a tout ce qu'il y a là, l'insécurité, vous verrez que si le Cameroun a encore la banane aujourd'hui sur le marché international,
ce sont les plantations de Penja, fonds français, dont on connaît, voilà, qui sont en réalité en train de présenter la banane camerounaise. Et là, on ne s'arrête pas là. Moi, je ne veux pas tant voir les enjeux géostratégiques sous-régionaux. Je veux voir au niveau national. Pendant que la PHP prospère, elle lorgne aussi les plantations de la CDC, qui normalement sont en friche parce qu'il y a une insécurité. Et concrètement, à la CDC, le Cameroun, dans sa relation avec la France, a mis en place une sorte de privatisation de notre armée. Ça, ce sont des choses qu'on a vues entre 2016 et 2019, où notre armée a la possibilité d'aller sur les exploitations de la PHB, assurer la sécurité, ce qui n'est pas le cas pour la CDC qui se meurt pendant ce temps. Le souci aujourd'hui, le véritable souci de la visite de Macron, c'est le souci patriotique. On ne peut pas parler aujourd'hui du Cameroun et de la France en espérant que ce seront des accords d'équité d'égale. Non, c'est impossible. Le Camerounais et les décideurs qui ont la charge des dossiers dans le cadre de la coopération doivent se mettre dans la tête que le Cameroun avant tout. Or, si on ne met pas cela, vous parlez de tout ce que vous parlez, accord de partenariat. Carrefour ouvre combien de marchés au Cameroun? C'est une sorte de bourgeoisie africaine qui s'occidentalise. Et dans cette occidentalisation, plus ou moins à la française, vous ne pouvez pas venir... Ça résout quel problème structurel? Alors, ce dont le Cameroun a besoin, c'est de la production. Oui. Et un appareil productif qui se fonde d'abord sur les forces nationales. Avec un transfert de technologie qui peut profiter au système de production. Oui, de manière classique. Voilà, c'est ce que j'appelle au patriotisme dans la négociation de ces concurrents. Alors, Pierre, on va laisser le professeur Wonyou prendre la parole. Selon l'Élysée, je l'indiquais tout à l'heure, je l'avais lu, la tournée en Afrique subsaharienne, au Cameroun, Bénin et Guinée-Bissau, a pour vocation de marquer la continuité, la constance de l'engagement du président Macron dans la démarche de renouvellement de la relation avec le continent africain. Ça sonne comme un aveu d'échec au vu des divergences politiques, et nous sommes en Afrique centrale. On voit bien, et le professeur l'a rappelé, la percée de Moscou en Centrafrique et peut-être au Cameroun. Oui, avant de venir à votre question, je voulais, pardon, s'il vous plaît, je voudrais d'abord dire que les questions économiques n'empêchent pas, fonctionnent déjà dans la confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance entre les partenaires, il n'y a pas d'économie. Donc toutes ces questions économiques que vous soulignez, c'est très bien quand vous évacuez les questions mémorielles et politiques. Le contentieux entre la France, le professeur Nguyen l'a dit, c'est d'abord un contentieux politique et de mémoire. Tant que ces questions ne sont pas abordées, et je crois que le président Hollande a fait un pas, je suis sûr que le président Macron sait qu'on va l'interpeller là-dessus, il va faire un autre pas. Ce sont des choses qui permettent d'avoir des relations de confiance, parce qu'il y a un problème il y a comme un malentendu dans la relation entre la France et l'Afrique, un malentendu que j'appelle post-colonial, qui fait qu'il y a beaucoup de présence-distance. La France est présente, mais elle est en même temps distante par rapport au Cameroun, qu'elle n'arrive pas à comprendre. Deuxième chose, maintenant, par rapport à ce que vous dites, le président Macron, effectivement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, veut renouveler la politique africaine de la France. Souvent, nous, on est parmi ceux qui disent que... Tout en limitant la pénétration d'autres partenaires au développement au Cameroun et en Afrique centrale. Il ne peut rien. On est dans un monde ouvert aujourd'hui. Et au contraire, il faut peut-être que la France elle-même apprenne à fonctionner dans un contexte de diversité, un contexte de concurrence, puisque pendant très longtemps, elle a fonctionné en position de monopole. Aujourd'hui, elle a du mal. C'est pour ça qu'elle a du mal. Et c'est pour ça que si la France perd un pays comme le Cameroun, c'est une grosse perte. Parce que en fait, les relations étaient fructueuse pour les deux pays, mais aussi pour la France, surtout parce qu'elle sait très bien ce que pèse le Cameroun dans la sous-région. Donc je voulais dire qu'effectivement, il y a une nouvelle politique africaine de la France que le président Macron essaie d'implémenter depuis qu'il est là. Elle parle de la jeunesse, vous avez vu le sommet de Montpellier, il parle de questions, il intègre la diaspora dans une dimension de co-développement. Il essaye de parler des jeunes entrepreneurs. Là, par exemple, il va recevoir des jeunes qui ont des start-up. En fait, il a des perspectives. Il a beau dire, j'ai écouté, j'ai lu pendant, je vous conseille de lire l'interview de son conseiller Afrique, Paris, voilà, qui a fait une interview dans le journal de Sciences Po, puisque c'est un ancien de Sciences Po Paris, et où il explique clairement leur politique africaine du président Macron. Et je pense que là-dedans, vous verrez très bien qu'ils ont bien compris qu'en voulant contourner les chefs d'État,
lors du sommet de Montpellier. Ils se sont rendus compte que les chefs d'État sont incontournables. Mais c'était la société civile qui Oui, ils ont voulu passer vers la société civile, la jeunesse, les entrepreneurs, les sportifs, tout ce qu'ils veulent. Sauf que nos pays ont encore une forte présence. Les chefs d'État sont encore très présents dans la gouvernance de nos pays. Donc aujourd'hui, le retour au président Paul Biya, que moi je considère comme un chef d'État, parce que le président Macron, l'une des choses qu'on retient de son premier mandat, c'est que, il a une gestion à géométrie variable des problèmes africains. Quand on regarde les questions du Tchad, du Mali, de Burkina Faso, c'est une gestion à géométrie variable. Deuxièmement, on a eu l'impression que le président français avait classé les présidents africains en fréquentables et non fréquentables. Et je crois que notre président était considéré comme non fréquentable. Donc je considère que... D'ailleurs, Antoine Glaser, qui est un homme d'influence dans le milieu, l'a dit. Voilà. Que pour lui, il estimait que le président camerounais était infréquentable. Voilà. Sauf que la réelle politique, voilà, ce que je l'inertie du système le rattrape. Voilà, complètement. Donc il a voulu incontournable. Il a voulu écarter un chef d'État parce qu'il avait des fréquentables et non fréquentables. Il est revenu à la réelle politique dont je voulais parler. C'est pour dire qu'il a compris qu'il ne peut pas se passer de ces chefs d'État. Je crois que là, il s'est trompé. En fait, il y a beaucoup de choses. J'ai fait une interview qui sortira dans Mutation demain, et où j'explique que finalement, il revient là où il devait commencer. Je pense que le président français actuel devait faire comme ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on commençait toujours les visites officielles en Afrique chez les doyens. Monsieur le président Paul Biya est aujourd'hui un des doyens de l'Afrique. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, et que ce mot n'est pas doyen même du monde. Je ne sais pas si le doyen du monde, mais dit de manière tendancieuse. Voilà, non, c'est tendancieux. Moi, je parle de doyen en termes d'expérience politique. 40 ans à la tête de l'État, il en a vu des chefs d'État français depuis le président Mitterrand jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les Camerounais étaient frustrés par les 5 heures passées par le président Hollande. Il faut quand même se rappeler ça. Mais vous parliez à l'époque d'une visite officielle. Alors oui, elle était une visite officielle de 5 heures. Elle peut faire 5 heures. Sauf qu'elle était de 5 heures. Cette fois-ci, le président français passe 2 nuits au Cameroun, ce qui est quand même exceptionnel. Et je pense que le Cameroun devait tirer profit de cela Je pense personnellement qu'il y aura un avant et un après ce voyage. Je crois que le regard que la France du président Macron porte sur le Cameroun ne sera plus le même après le passage. Parce qu'il aura rencontré les Camerounais, de tout ce qui va. Il a beaucoup de gens qui vont rencontrer de manière formelle et de manière informelle. Et je suis sûr qu'à la fin de son séjour, il aura une autre image de ce que c'est que le Cameroun. Et quand on parle tout à l'heure d'intervention dans le domaine politique, même s'il voulait intervenir, il verra très bien comment la classe politique camerounaise est assez... Et surtout qu'il y a un élément intéressant qu'il faut prendre en considération, le peuple. Parce que tout peut se faire, mais il faut intégrer le peuple. Oui, le peuple a été pris à témoin l'année dernière lors du sommet. Moi, je parle de la classe politique qui pense peut-être que ça peut se décider ailleurs sans que l'élément peuple soit intégré. Oui, tout ce peuple-là est à la fois interne et externe. Vous savez bien que sur le cas de la nouvelle posture africaine de la France, il y a la signature d'un Camerounais, Achille Mbembe, qui a coordonné tout ce qui a été fait. Lorsque vous le disiez, ce rapport, c'est un rapport qui ira piocher à la fois entre multilatéralisme et bilatéralisme. Et l'Europe aujourd'hui, la France vient de présider pour le premier semestre l'Union européenne. Donc c'est une sorte de transmission aussi de ce que l'Europe pense de l'Afrique. Et ce positionnement, que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, l'Europe au Cameroun n'agit plus sous le couvert. La France n'agit plus uniquement sur le couvert de sa nationalité. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la Team Europe. Vous voyez toutes les actions, que ce soit Boko Haram, que ce soit dans le cadre des actions même de financement, l'Union européenne vient sous le couvert pour diluer un peu la mauvaise presse, parce que ce qu'il faut corriger et ce que la société civile fait... Ce n'est que de la ruse, monsieur. Oui, vous le savez. Oui, c'est cette ruse-là qu'il faut interroger, et c'est là-bas qu'il faut regarder les choses, parce que lorsqu'on prend seulement la relation France et convoquer le passé de 1950, les UP6 et tout, on était surpris. On était surpris. Oui, dans sa diversité idéologique. Oui, prof, on était surpris de voir un spécialiste, qu'on pourrait dire, de l'UPC conjugué. Oui, mais vous savez, puisque vous en parlez, vous savez que la ruse du président Macron, ça a été de coopter Achille Mbembe. Voilà. En réalité, pour désarmer la naissance et le développement en France d'un courant très critique de l'évolution de la relation France-africaine. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a coopté l'une des figures intellectuelles de ce mouvement pour neutraliser le mouvement. C'est de ça qu'il s'agit. Les propositions de Montpellier ne sont en rien fondamentalement révolutionnaires. Ce n'est que du lifting. On n'a fait que faire un relocage et rien n'a changé. Alors, je me fais le relais d'une question d'un téléspectateur, à vous deux, enseignants d'université. Le Cameroun et la France peuvent-ils parvenir à une unicité de la mobilité estudiantine et l'harmonisation de la parité des diplômes à l'occasion de cette visite? En tous les cas, on est dans un monde, je parle devant un lecteur, d'un monde où aujourd'hui on promeut la co-diplomation. C'est-à-dire que quand vous faites aujourd'hui, les grandes écoles sont en réseau, les écoles sont en réseau, et quand vous sortez d'une école, vous pouvez avoir un double diplôme. Je crois que le fait de rapatrier pour ces pays occidentaux, de rapatrier leur formation au Cameroun, permet aussi de résoudre un peu la question de l'immigration, d'une part. Mais aussi, je pense que c'est une promesse du président Macron à Ouagadougou de faire que cette mobilité existe. Mais cette promesse n'a pas été tenue. Ça, c'est clair. C'est clair que lorsqu'on faisait le bilan un an après ou 2 ans après ce sommet de Ouagadougou, parce qu'il était question de faire en sorte que ceux qui ont étudié en France puissent revenir en France facilement. Ça permet à ceux qui sont là-bas et qui ont peur de rentrer pour ne plus revenir en France de pouvoir circuler. Cette mobilité promise à Ouagadougou, de mon point de vue, n'a pas eu lieu. C'est parce qu'on pense. Et ça a d'ailleurs été. Et ça, les politiques français, l'establishment politique français ne l'a pas compris pendant longtemps. L'une des sources de ce qui se voit aujourd'hui et qu'ils appellent le sentiment anti-français. Ça veut dire qu'en organisant une politique très rigide, limitant la mobilité, ils se sont privés de la ressource de tout pays qui forme des étrangers. Un pays ne peut pas vous former et que vous lui soyez absolument hostile. C'est pas possible. Et c'est l'un des points forts des Américains, c'est ça. C'est comme ça, donc, ils entrent dans le pillage d'élites qui seraient précieuses pour les pays. Et ça leur donne un positionnement renforcé sur la scène internationale. Et ils ont tendance, je le redis, à négliger quelle est l'importance de l'Afrique pour leur positionnement international. Et s'ils ne font pas attention, ils auront affaire à des sérieux revers. Tout à fait. À de sérieux revers, parce que là maintenant, les évolutions qui sont en train de se mettre en place et qu'on sous-estime beaucoup en Occident, c'est qu'on va vers une multipolarisation réelle et forte du monde, qui fait que les pays qui ont une puissance moindre pourront maintenant jouer en arbitrant entre les partenariats. Et ça, c'est une donnée qu'à mon avis, n'ont pas suffisamment intégrée. L'actualité cette semaine, c'est la visite du président français à Yaoundé, mais il y a d'autres faits traités par la presse. Regardons la revue de presse signée Laetitia Onana. Conjoncture économique mondiale, on n'y échappe pas, titre Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national affirme en effet que le Cameroun, comme tous les pays du monde, est frappé de plein fouet par la crise russo-ukrainienne et le chamboulement qu'elle entraîne sur le marché international des céréales, des engrais, du gaz et du pétrole, entre autres. Concernant justement les produits pétroliers, l'économie reporte se préoccupe de la subvention du carburant à la pompe en révélant ce que l'État dépense par produit importé. Des révélations qui valent leur pesant d'or, alors qu'en semaine, l'approvisionnement en carburant était devenu un véritable chemin de croix pour les automobilistes, peut-on lire dans l'économie quotidienne. Heureusement, la situation sous contrôle se stabilise, rassure Cameroun Tribune, qui confirme par ailleurs la visite officielle dès ce lundi d'Emmanuel Macron dans notre pays. Déjà, dans les colonnes du quotidien Émergence, on spécule sur les sujets brûlants au menu des échanges entre le chef d'État français et le président de la République du Cameroun. Dans la presse cette semaine, l'Œil du Sahel a également rapporté l'installation des tout premiers responsables de l'Université de Garoua, tandis que Mutation annonce la tenue au Cameroun du championnat scolaire panafricain en mars 2023. La revue de presse se referme, place au débat. Vous venez de l'entendre, la distribution des produits pétroliers a été fortement perturbée cette semaine dans les grands centres urbains. On a vu de longues files d'attente dans les stations-service dont les soutes étaient alimentées. Heureusement, tout semble rentrer dans l'ordre, mais rien ne prouve que la tempête est véritablement passée.
entre le débat sur la suppression de la subvention de l'État sur les carburants et l'environnement international qui affecte douloureusement les marchés, il y a encore des efforts à faire. La question, c'est à tout le monde, face à la menace de la hausse des prix à la pompe, face à la vie chère qui peut en résulter, quelle solution possible pour l'approvisionnement d'abord du marché local en carburant? Vous savez, le Cameroun, suivant les statistiques officielles, a besoin d'un million de litres de carburant par jour. C'est énorme pour le citoyen ordinaire que je suis parce que je me demande où ce carburant il est acheté avec quel argent. Mais lorsqu'on apprend que l'État du Cameroun subventionne ce carburant à hauteur peut-être de 600 milliards de francs par an, à titre personnel, ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce que nous pensons que le Cameroun a l'obligation de sortir de ce que nous appelons l'économie fiction. Fiction, pourquoi? Parce que lorsque l'État subventionne le carburant à la pompe, cela signifie que les acteurs qui consomment ce carburant ne le payent pas au juste prix. Comment faire pour qu'on paye le carburant au juste prix? Moi, je pense qu'il faut procéder à un ciblage et enlever plus ou moins le surplus de cette... Ciblage, c'est-à-dire quoi? Ciblage, c'est-à-dire que tous les rapports du monde sur la consommation du Cameroun, sur le Cameroun, vous montrent que cette subvention profite seulement aux riches. Les riches, c'est qui? Les riches, c'est ceux qui ont les voitures d'un certain type de calibre, avec bon de carburant et tout. C'est un problème. C'est un problème. C'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la Banque mondiale qui le disent et nous-mêmes, nous l'observons dans les quartiers. Et je pense que c'est véritablement aussi la preuve encore que le carburant ne profite pas aux populations. Pourquoi? Parce que le Cameroun est quand même un pays producteur de pétrole, même si dans les stratégies de raffinage, on ne raffine pas le nôtre, on le vend pour acheter un autre que nous-mêmes nous raffinons pour mettre sur le marché. Mais là n'est pas le gros du problème. Si le carburant a un problème, en réalité, c'est la preuve aussi que l'ensemble de notre économie a un problème parce que le carburant, c'est au moins ce 8 secteurs économiques. Serge. Pour répondre à votre question, cela semble difficile. Nous sommes... la solution, c'est ce dont on parlait un peu en début de cette émission, c'est de produire nous-mêmes. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que en 2018, l'Agence internationale de l'énergie... Nous sommes déjà producteurs. Oui, mais je parle de produits, de tous les produits, jusqu'à la chaîne aval. En 2018, l'Agence internationale de l'énergie a produit son rapport annuel dans lequel il indique que la production de pétrole brut dans le monde a atteint un pic et qu'elle va se mettre à décliner. C'est d'ailleurs pour ça que l'OPEP n'arrive pas à répondre aux demandes incessantes des États-Unis, de l'Europe, à augmenter ses capacités de production. Il y a eu ces dernières années un problème de sous-investissement structurel, notamment en raison de la baisse des prix qui a été générale. Mais même si les investissements avaient suivi, l'Agence internationale de l'énergie continue de dire que le monde entier, la production de brut a atteint un pic dans le monde entier. Ça veut dire que si vous continuez de compter sur l'extérieur pour vous approvisionner dans ces ressources-là, vous serez toujours à la merci des fluctuations, à la hausse des prix. La seule chose qui nous reste à faire, c'est un peu ce que le Nigeria est en train de faire, c'est de nous doter des capacités de production interne et d'adresser l'ensemble des pays de la sous-région. Une bonne raffinerie au Cameroun qui raffinerait le pétrole brut du Cameroun, le brut du Cameroun, le brut du Niger, le brut du Gabon, etc., arriverait donc à un niveau de rentabilité intéressante. Mais si vous continuez de compter sur les approvisionnements à l'extérieur, vous allez continuer de payer des subventions comme c'est le cas en ce moment. Alors, le dispositif de soutien des prix à la pompe, doit-il être démantelé, comme le propose depuis quelques années le FMI, sachant bien sûr que quand on touche au carburant, on touche tous les autres secteurs d'activité, tout le monde, tous ces secteurs, directement ou indirectement, et en période de crise, ça peut faire mal. Il ne peut pas être démantelé, structurellement, il ne peut pas être démantelé de manière complète. On peut faire des ajustements, baisser le niveau des subventions, mais il faut savoir qu'on est en logique d'économie politique.
Et dans l'économie politique, il n'y a pas que la rationalité économique ou avantage qui est en jeu, il y a d'autres rationalités qui entrent en compte. Il y a la cohésion sociale. En raison donc des problèmes déjà que le système pose d'accès à la ressource énergétique, si vous durcissez l'accès à la ressource énergétique, ça va faire une flambée des prix. Évidemment, cette flambée des prix se répercutant sur tous les coûts sociaux, ça va créer des sources de malaise. Ensuite, donc, il y a un problème de stabilité politique, puisque si vous avez la plupart des acteurs de la société qui sont confrontés à un coût fortement relevé de l'accès à l'énergie, en particulier du carburant, ça aura des répercussions en termes de mécontentement. Et ces mécontentements-là peuvent se transformer en bombes politiques. Donc il ne faut pas rêver, et ça ne va pas être démantelé. On peut faire des ajustements. Mais il faut résoudre le problème structurel. Et ça a déjà été dit par les précédents intervenants, c'est-à-dire qu'il faut internaliser la production. Et il faut justement faire ce que le système de dépendance vis-à-vis de l'extérieur nous a empêchés de faire. C'est-à-dire, on produit du pétrole, mais le pétrole qu'on va raffiner, ce n'est pas le pétrole qu'on produit, qu'on extrait. Et c'est là le problème. Il faut internaliser la production. Je vous invite à regarder ce reportage sur les petites mains appelées à la rescousse de l'approvisionnement des carburants pendant la pénurie. C'est avec Michel Renaud Oanja. La pénurie de carburant observée en début de semaine a fragilisé quelque peu l'activité économique. Les bouchons observés dans les stations-service de la capitale démontrent à suffisance l'importance de ce précieux liquide chez les automobilistes. Être servi dans un point de distribution relevait d'un concours de patience. D'ailleurs, la police a été mise en contribution pour plus de discipline. Ce qu'il faut souligner ici, c'est le changement de méthode et de mentalité chez quelques consommateurs avec l'entrée en scène des bidons et autres matériels, question de se faire des réserves. L'usage des bidons était d'ailleurs à la mode, mais alors avec des risques que cela encourt. Les pouvoirs publics sont montés au créneau en appelant les consommateurs à la prudence. L'environnement des produits pétroliers est un environnement accidentogène. Nous invitons donc les populations à ne pas se déplacer avec les bidons. Heureusement, grâce à la promptitude des pouvoirs publics, la situation est revenue à la normale avec l'arrivée des citernes et l'approvisionnement des stations-service, au bonheur des automobilistes et autres consommateurs. Le dernier arrêt de cette édition de Scène de Presse est avec Daniel Menanga que nous retrouvons avec plaisir. Daniel, tu nous apportes des projections dans les journaux paraissant demain lundi. C'est bien cela, Séverin. Bonsoir à vous et aux panélistes, aux téléspectateurs également. C'est un plaisir de vous retrouver. On pouvait s'y attendre lundi dans les kiosques où on va relayer abondamment la visite officielle du président de la République française. Et on commence avec mutation, Emmanuel Macron. Cocorico, il arrive, le chef de l'État français séjourne au Cameroun dès ce lundi soir. Les enjeux d'une visite officielle avec le professeur Won Yu qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir, Babi Sakana et Célestin Bedigui. Et donc on va parler des côtés politiques, économiques et diplomatiques. Repère sur le même sujet, Welcome, arrivé au pouvoir en 2017, puis réélu en 2022, le président Emmanuel Macron effectue pour la première fois un séjour de 2 jours au Cameroun, le tête-à-tête avec le chef de l'État Paul Biya, au cours duquel seront décortiqués de nombreux dossiers économiques et sociopolitiques ainsi que l'environnement international marqué par une hausse vertigineuse des coûts des produits de consommation courante constitue l'épine dorsale de cette rencontre historique, nous dit Repère. Cameroun Tribune, Cameroun France, rendez-vous au sommet.
Le président de la République française, Emmanuel Macron, qui répond à une invitation de son homologue camerounais, Paul Biya, sera accueilli à Yaoundé ce lundi soir dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures. Cameroun Tribune saisit l'occasion pour revisiter une coopération ancienne, dense et diversifiée entre les deux pays, à lire un éditorial, le dossier spécial et le programme officiel. Défi actuel Macron au Cameroun, c'est Opération Reconquête. En séjour à Yaoundé dès ce lundi 25 juillet, le chef de l'État français veut renforcer la coopération bilatérale dans les domaines commerciaux, sécuritaires ainsi que dans le cadre des réponses à la crise alimentaire, à l'appui Antoine Glaser qui dit, je cite, « La France a perdu sa position de partenaire privilégié du Cameroun. C'est dans Défi actuel. The Guardian post about the same subject presents burning issues awaiting Biya, Macron encounter, Northwest and Southwest crisis. Intégration, héros africains, monstre sacré de la guerre d'indépendance du Cameroun, Ruben Oumiobe, en bleu, blanc, rouge. Intégration choisit de faire un dossier sur l'histoire du Cameroun et du rôle de la France. Ladies news about, à propos d'autre chose, Women's Military World Cup, red carpet for the Amazons to the indomitable military lionesses stumble in the final, 2 goals again, 1 against France, after an exceptional career marked by 5 games played, 4 wins, 1 defeat, 26 goals scored, 2 conceded, and the title of top scorer of the tournament with 8 goals. Voilà. L'économie, report, gouvernance, des entraves à l'implémentation de la politique d'import-substitution, officiellement en vigueur depuis plus d'1 an, elle peine à être mise en œuvre de manière efficace. Voilà, on n'a pas fait exactement le tour, mais c'est un peu ça, ce qu'on retrouvera dans les kiosques ce lundi. Merci beaucoup Daniel, merci pour cet aperçu des unes des journaux de demain. Nous allons nous séparer. Alors, j'ai toujours sous la main Macron l'Africain, cet ouvrage du professeur Emmanuel Wonyou, réédité en 2020. Et il y a une phrase qui m'intéresse. Le président Macron risque fort dans la suite de son mandat de tomber sous le charme d'une Afrique magique. Ce sera le cas à la sortie de la visite au Cameroun? C'est un peu ça la réalité. C'est-à-dire que la complexité, la réalité, je crois qu'il n'avait pas encore une bonne prise de la réalité de l'Afrique. Parce que quand le président Macron arrive au pouvoir, il ne connaît l'Afrique, il ne connaît que le Nigeria, il ne connaît pas l'Afrique. Et dans son discours de Ouagadougou, quand il allait à Ouagadougou, il s'est entouré des clubs qu'il a créés, d'un certain nombre d'instituts et de réseaux qui ne sont pas les réseaux traditionnels de la France-Afrique, voulant un peu écarter de ces réseaux-là. Finalement, je crois qu'au début de son second septennat, il revient directement sur les réalités, sur la complexité. En fait, je crois que mon livre... J'avais une intuition à l'époque de penser qu'il finira par tomber face aux complexités de la réalité. C'est la loi de la gravité. C'est la loi de la gravité. Ça dit, ouais. Alors, le livre, il est dans les kiosques. Vous n'avez qu'à débourser 10 000 francs pour l'avoir. Hein. Ça ne coûte pas cher, mais c'est le moment de le lire. Mesdames, Messieurs, on va vous dire merci. Merci de nous avoir accompagnés. Merci surtout à nos invités ce soir à scène de presse. Professeur Emmanuel Wonyou, internationaliste, enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Merci au professeur Macias Eric Onangini, politologue, vice-recteur de l'Université de Yaoundé. Cette fois-ci, je ne me suis plus trompé. Merci à Pierre Lucas, journaliste, directeur de publication de la revue Sens Politique, et à Serge Désiré Bontébé, qui est également venu. Merci pour toutes vos explications qui nous ont permis, je l'espère, de comprendre les enjeux de la visite du président Macron à Yaoundé, également d'évoquer cette question autour des carburants. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV et si plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.